Bienvenue sur le plateau de businessactuality.com avec son associé Diaspo TV. L'honneur nous revient aujourd'hui de recevoir une jeune dame, Gagou, pour ceux qui connaissent bien les ethnies en Côte d'Ivoire. Elle est de Doumé. Depuis 2010, 2011, 2009, pour ne parler que ces périodes, celle que nous allons rencontrer a pris à bras le corps l'injustice, les manquements démocratiques en Côte d'Ivoire. Elle est sortie d'elle-même. Aujourd'hui, elle fait partie des icônes de la lutte pour le retour de la démocratie en Côte d'Ivoire. Nous allons recevoir Pulchérie Edith Balé, pour ceux qui la connaissent. Pulchérie est sociologue, elle travaille dans une grande entreprise ivoirienne que je ne voudrais pas citer. Elle est présidente du Forum des organisations de la société civile ivoirienne. Elle est coordinatrice de l'action pour la restauration de la dignité humaine. Et il y a tellement de choses que nous allons rencontrer. Veuillez m'accompagner à recevoir Edith Pulchérie Balé. Bonjour. Bonjour. Alors, Edith, la présentation que j'ai faite sur vous, est-ce que je me suis trompé? Bon, pas vraiment. C'est vrai que déjà depuis 2004, je suis dans le syndicalisme. Donc, avant 2017, je n'étais qu'une simple syndicaliste et j'appartiens au comité exécutif de dignité. Mais par rapport au combat pour la démocratie, la liberté, c'est à partir de 2017 que j'ai commencé. Et le virus vous est venu comment? C'est simple, il est venu quand on a constaté que après les élections de 2015, il y a eu le boycott de la majorité de l'opposition. On a constaté qu'à partir de 2017, les gens parlaient beaucoup de 2020. Les opposants comme ceux qui sont au pouvoir, alors que les problèmes qui ont été à la base de la guerre n'étaient toujours pas réglés. Les problèmes engendrés par la guerre n'étaient toujours pas réglés. Lesquels problèmes? Bon, le prétexte de la guerre, le prétexte officiel, c'est la CEI, puisque c'est une crise post-électorale. Mais en bas, les gens ont dénoncé l'ethnicité, des atteintes aux libertés. Il y avait des problèmes des terres aussi à l'ouest, beaucoup d'autres problèmes, les problèmes de nationalité, de l'état civil. Toutes ces questions-là sont toujours pendantes. À ces questions se sont ajoutées les conséquences de la guerre, notamment le manque de réconciliation, le rattrapage ethnique, les enfants microbes, l'insécurité en général, beaucoup d'autres. Et puis maintenant, il y a des problèmes liés maintenant à la gouvernance actuelle, qui sont aussi très sérieux et qui ne sont pas aussi réglés. Et tout le monde parle de 2020 comme si c'était les élections qui étaient importantes. Oui, mais quand vous parlez de manquement, de déficit, vous parlez de la démocratie, de la liberté, parce que depuis Paris, tout le constat que nous faisons en direction de la Côte d'Ivoire, pour peu on vous arrête, on vous fout en prison. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le plan de la démocratie, la liberté d'expression, la liberté de presse? Quel est le constat que vous faites de la situation aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Le constat, c'est que tous les acquis démocratiques sont perdus. Il n'y a pas de liberté véritable de la presse parce que tous ceux qui sont de l'opposition, qui sont pour peu censurés, il n'y a pas de libéralisation des médias, il n'y a pas de dialogue politique sincère parce que le gouvernement s'est choisi son opposition et il n'engage pas de dialogue constructif avec toute l'opposition. Il n'y a pas de dialogue social. La preuve aujourd'hui, l'école est bloquée. Au lieu de régler les problèmes des enseignants du secondaire, on préfère dire qu'ils sont manipulés. On politise tous les problèmes au lieu de les regarder en face pour les régler. Mais pour l'école, c'est un problème assez récurrent quand même, c'est sérieux. Oui, c'est deux mois dans un pays, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Nous sommes dans la 7e semaine. C'est vraiment beaucoup trop. Au primaire, ça a repris, mais pas sur toute l'étendue du territoire. Et au secondaire, ça continue dans le public.
Le gouvernement ne discute pas avec les syndicats, au contraire, on les réprime. Il y a des enseignants qui sont actuellement emprisonnés. Certains ont vu des ponctions sur leur salaire. Le ton se durcit de part et d'autre. Et c'est la société ivoirienne qui perd. Et comment cela s'explique? Pourquoi le gouvernement durcit le ton face à une situation qui engage une rencontre, une discussion, un dialogue? Pourquoi le gouvernement durcit le ton? Bon, il est mieux placé pour l'expliquer, mais d'après ce que nous constatons, c'est que le gouvernement ne mesure pas l'importance du dialogue dans tout. Parce que quand on met le dialogue en avant, on fait des négociations, on trouve des compromis et puis on avance. C'est aussi simple que ça. Mais le dialogue n'est pas sa première arme. Et du coup, ça fait que c'est vraiment compliqué. Mais l'éducation nationale d'un pays, 7 semaines sans cours, est-ce que l'année ne va pas être déclarée une année blanche après? En tout cas, le spectre de l'année blanche plane. On verra bien si le gouvernement va se ressaisir à temps. Et beaucoup disent qu'il faut forcément que le président de la République limoge la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara. Est-ce que vous partagez cette préoccupation? Bon, le plus important pour nous qui sommes de la société civile, c'est que les problèmes soient résolus. Ce que nous souhaitons dans ce problème-là, c'est que le gouvernement s'asseye avec les syndicats d'enseignants pour trouver des compromis sur les revendications des enseignants. Parce qu'une chose est sûre, les revendications que posent les enseignants sont vraiment importantes. Figurez-vous que le coût de la vie a augmenté en Côte d'Ivoire. Vous avez des forces de l'ordre qui n'ont pas de niveau BPC, qui ont 70 000 francs de prime de logement. Et des enseignants qui ont Bac plus 3, Bac plus 4, qui ont 40 000 pour les enseignants du primaire et 50 000 pour les enseignants du secondaire. Vous voyez bien que ça ne va pas. J'ai même une amie professeure d'université qui me dit que sur son bulletin, sa prime de transport est de 7 000. Bon, vous voyez qu'il y a des choses qui ne vont pas. Donc l'éducation ne fait pas partie de la priorité du gouvernement ivoirien. Bon, apparemment, puisque... C'est ce que nous constatons. Voilà, il faut trouver rapidement une solution. C'est triste pour qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, l'éducation nationale, c'est-à-dire la formation de base, ne fasse pas partie des préoccupations du gouvernement. C'est grave. Si c'est du voulu, je crois que le président de la République doit se pencher absolument sur ce cas de l'école ivoirienne. Alors vous qui revenez de la Côte d'Ivoire, paraît-il que vous vivez dans un état de méfiance, de doute, de crainte. Est-ce vrai? Oui, il y a la méfiance à tous les niveaux par rapport à ce que la Côte d'Ivoire même a connu. Des clans se sont créés. Vous savez bien qu'en 2010, au moment où la guerre est intervenue, on avait deux blocs. On avait le RHTP et la LMP. Aujourd'hui, les divisions sont telles que tous les blocs ont éclaté. Les partis, même en leur sein, sont divisés. Du coup, dans la population, la méfiance est généralisée. On politise même ce qui ne devrait pas l'être, comme le problème de l'école. Et finalement, ça pourrit la vie à tout le monde. Comment vous avez accueilli le divorce entre le président Bédié et le RHDP, Soro qui Bafoury Guillaume aussi, qui vient de claquer la porte? Comment vous vivez ça au quotidien, Dijon? En tant que société civile, nous trouvons ça très inquiétant parce que plus les gens se divisent, plus le spectre d'une nouvelle guerre se profile, d'autant plus que, comme je le disais tantôt, toutes les conditions sont réunies pour que le pire se passe en 2020. On a demandé la réforme de la CEI. Jusqu'à présent, le gouvernement ruse avec la question. L'APDH a obtenu par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples que cette réforme-là se fasse dans un délai d'1 an. L'arrêt a été pris le 18 novembre 2016. Ça veut dire que le 17 novembre 2017, on devrait avoir fini avec cette réforme. Non seulement ce n'est pas encore fait, ça a démarré début 2019, mais tout est flou, le mode opératoire n'est pas transparent. Donc il y a des raisons de s'inquiéter. Il y a vraiment des raisons de s'inquiéter. Alors récemment, vous avez été à l'initiative d'une autre formation, d'une autre plateforme qu'on appelle ACI. Vous pouvez nous en dire un peu?
Oui, en fait, la société civile ivoirienne n'est pas unie. Et comme on l'a dit tout à l'heure, les politiciens également sont divisés, alors que notre pays a des problèmes. Et il faut bien qu'on trouve des solutions vraiment réalistes à tous ces problèmes, et cela doit se faire dans l'urgence, en tout cas avant que 2020 n'arrive. Nous avons donc pris l'initiative de convoquer un atelier de la société civile pour réfléchir sur la situation sociopolitique. C'est de cet atelier qu'est né un nouveau mouvement Alternative citoyenne ivoirienne, alternative citoyenne par rapport à l'existant, par rapport à l'échec entre griffes des politiques à résoudre nos problèmes, alternative citoyenne pour rassembler tous les citoyens, quel que soit leur bord, au sein d'un mouvement qui va devenir une force de proposition pour que la Côte d'Ivoire sorte de ses problèmes. Mais le problème de la Côte d'Ivoire, c'est que la méfiance est telle que, même au niveau politique comme au niveau de la société civile, quand vous créez ces plateformes de réflexion et d'action, il y en a qui disent que si M. X ou Mme X est là, moi je ne viens pas. Comment vous arrivez à rassurer, à concilier tout ce mouvement-là? Bon, on espère que chacun va privilégier la Côte d'Ivoire pour comprendre qu'il faut bien que quelqu'un prenne des initiatives. Parce qu'on n'empêche personne de prendre des initiatives. Mais si on est conscient... Mais est-ce que c'est réel ce que je dis? Oui, c'est réel. C'est réel. Même au plan politique, il y a qui disent que si le FPI d'Afni est là, le FPI de Babou ne vient pas. Tout à fait. Si Soro est là, moi je ne viens pas. Et la Côte d'Ivoire, telle que nous la voyons, les égaux sont primes telles que, bon, les préoccupations pour sauver la Côte d'Ivoire, apparemment, ne sont pas les préoccupations de ces divisions en interne. Justement, on voudrait inviter à travers Alternative citoyenne tous les Ivoiriens à dépasser leurs égos, à dépasser toutes ces considérations-là. Mais qu'est-ce qui provoque ça? Qu'est-ce qui provoque ces égos-là? Bon, ça dépend. C'est-à-dire que beaucoup se lancent en politique pour leurs ambitions personnelles plutôt que pour servir le peuple. Et c'est ce qui s'exprime à travers ces attitudes. Sinon, on ne pourra pas comprendre que des personnes qui veulent le pouvoir ne soient pas capables de dépassement pour pouvoir guérir la Côte d'Ivoire. Parce que tant que le pays n'est pas guéri, quel que soit celui qui le prend, il ne pourra pas gouverner tranquille. C'est pour cela qu'il est souhaitable que le pouvoir comme l'opposition comprennent qu'il faut qu'on se réunisse autour d'une table pour parler de façon franche, de façon directe de tous les problèmes qui minent notre société, trouver des solutions consensuelles avant de penser à des élections. Oui, l'orgueil. Sinon, mais l'orgueil fait que, bon, que ce soit pouvoir, opposition, et là le pouvoir, à la suite, je crois, d'un communiqué produit par le PDCI et puis les partis qui composent cette plateforme, ont produit un communiqué, le pouvoir dit que ça ne les engage pas pour la réforme de la CEI, par exemple. Le pouvoir dit que, bon, ils sont des amusés qui ne tiennent pas compte de tout ça. Donc quand vous voyez, qu'est-ce qu'il faut que vraiment les Ivoiriens fassent pour éviter le chaos demain? Ce que les Ivoiriens doivent faire, c'est ce que nous proposons à travers Alternative citoyenne. C'est se mettre ensemble. Parce que quand le pouvoir ne veut pas écouter l'opposition, quand le pouvoir ne veut pas écouter le peuple, il y a lieu que l'opposition et le peuple se mettent ensemble pour obliger le pouvoir à les écouter. Parce que normalement... L'obliger comment? L'obliger, bon, c'est graduel. Normalement, quand on va faire le lancement de Alternative citoyenne, on va approcher le pouvoir pour lui faire des propositions sur nos problèmes. Et la proposition principale, c'est vraiment une concertation nationale. Et il serait bien que ce soit le pouvoir qui en prenne l'initiative. Mais pourquoi le pouvoir ne prend pas d'initiative? Et pourquoi ce pouvoir-là se radicalise? Il a peur de quoi? Bon, c'est lui qui peut dire de quoi il a peur, mais ce que nous constatons, c'est que le pouvoir politise tout. Même les revendications qui sont normales, dès que vous les exprimez, en fait, on ne doit pas revendiquer. Ce qui n'est pas normal quand on est censé être en démocratie. Oui, mais si les rapports de force appartiennent au pouvoir... Il n'y a même pas de rapport de force véritable, en fait. Puisqu'on n'admet même pas qu'on s'exprime. Et c'est pour cela qu'on doit forcer pour créer le rapport de force.
qui nous oblige à nous asseoir pour trouver des solutions. Et pourtant, nous sommes en l'an 2019 pour des gens qui ont fait des grands pays comme les États-Unis, venir prendre à contre-pied, fouler au pied la démocratie. C'est vraiment inquiétant pour la Côte d'Ivoire. Ouais. Alors, gilet orange, nous allons aborder le sujet. Oui. Vous portez votre gilet et qu'est-ce qui s'est passé avec le gilet orange et encore le pouvoir? Ce qui s'est passé, c'est qu'en Côte d'Ivoire, on dit partout qu'on a une croissance à 2 chiffres. Mais au plan microéconomique, le peuple ne le ressent pas. Non seulement le peuple ne le ressent pas, mais le peuple est victime de décisions gouvernementales. Et le gouvernement ne fait rien pour dédommager ces populations-là. Donc les gilets oranges sont nés à l'initiative de l'ARDH. L'ARDH elle-même est née à l'initiative du Forci parce que nous avons constaté que beaucoup de groupes dans la population étaient victimes d'abus et d'injustices et personne ne s'en occupait. Ils étaient comme des laissés pour compte. Et il y a plusieurs exemples, on ne peut pas tous les citer. Mais quand on prend par exemple les déguerpis, on ne peut pas imaginer que dans un pays comme le nôtre, qui a connu le luxe d'antan, qu'on descende au point d'aller déguerpir des milliers de populations un matin à 4 h du matin, sans mise en demeure, sans mesure d'accompagnement. Et tenez-vous bien, cela s'est passé à Port-Boué, abattoir, le premier jour des écrits du bac. Ça veut dire que les gens devaient se réveiller pour accompagner leurs enfants ou bien leur donner les moyens d'aller composer et on les réveille avec des cargos, des loupards, détruire leur maison. En pleine saison pluvieuse. Ils dorment au cimetière. Voilà, les enfants n'ont pas pu composer, les gens sont partis parce que le cimetière était le plus proche d'eux en fait. Ceux qui ont pu sauver quelque chose, parce que les premières maisons qui ont été cassées, les gens n'ont rien pu faire. Donc ceux qui ont pu sauver quelque chose en attendant qu'on vienne détruire leur maison, parce que tout s'est passé en un seul jour. C'est pas normal. On dit que nous sommes dans une économie libérale. On donne le monopole des pompes funèbres à Ivosep, que tout le monde sait être l'entreprise des pompes funèbres la plus chère en Côte d'Ivoire. Ivosep, c'est une entreprise de luxe. Ne va pas à Ivosep qui veut. Mais quand on confie le monopole des pompes funèbres à Ivosep dans le district, du coup, on met en mal 211 entreprises des pompes funèbres régulièrement constituées. Ces entreprises et leurs employés sont dans des difficultés aujourd'hui. Mais les populations ivoiriennes également... Même les corps, même les cadavres aussi, il faut les privatiser. Ah, mais c'est ça qu'elle a. Et les populations elles-mêmes sont aussi dans des difficultés parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus le droit d'enterrer nos morts selon nos moyens, puisqu'il faut forcément payer un cercueil à Ivosep avant de pouvoir prendre son corps. Du coup, ça fait beaucoup trop d'injustice. Ça fait vraiment beaucoup trop d'injustice. Je ne parle même pas de la liberté d'expression. Vous avez eu l'exemple du secrétaire général de la COECI qui a été enlevé, séquestré. Et tout ça, c'est le gouvernement qui fait ça. Enlevé, séquestré, pendant des jours, il réapparaît au parquet pour être jugé et envoyé à la maison d'arrêt. C'est pas normal. Quel que soit ce qu'il a fait, il y a des procédures. Un gouvernement ne peut pas se comporter comme un terroriste. Des gens encagoulés, avec des 4x4 qui viennent prendre le jeune dans la rue. Bon alors, gilet jaune et orange plutôt. Oui, gilet orange, c'est de ça qu'on parlait. Oui. Bon. En fait, nous avons rassemblé au sein de l'ARDH toutes les victimes d'injustice et d'abus qui sont des laissés pour compte. Pour leur dire, vos problèmes sont réels, mais vous n'obtenez pas gain de cause. Mettons-nous ensemble, nous tous qui sommes faibles, ou d'une seule voix, revendiquer nos droits. C'est comme ça qu'on a créé Action pour la restauration de la dignité humaine. Il se trouve que nous avons envoyé des courriers au ministère de la Solidarité sans réponse, au ministère, à la primature sans réponse, à tous les ministères techniques concernés par les problèmes sociaux, oui. Voilà, qui concernent tous ces groupes-là, sans réponse. Alors qu'avant qu'on ne constitue l'ARDH, chaque groupe avait déjà épuisé tous les recours. Ouais. Du coup, il ne nous restait plus d'autre solution que de manifester.
Puisque vous manifester comment? Marcher? Bon, on avait le choix entre des meetings, des sit-ins et une marche. Mais nous, on a choisi la marche parce que, comme je vous ai dit, on a épuisé tous les recours, on en avait marre et c'est tout le groupe qui a décidé d'une marche. Maintenant, les gilets oranges, parce qu'on a vu les gilets jaunes en France. On s'est dit, c'est bien. Et donc, nous, on a choisi les gilets oranges parce que on voulait premièrement dire à la population ivoirienne que quand on a des problèmes que le gouvernement ne règle pas, il n'y a pas d'autre solution que d'agir dans la solidarité comme le font les gilets jaunes en France. Parce que la crise ivoirienne a mis tellement de peur dans le cœur des Ivoiriens que les gens ont peur de sortir. Donc quand on dit gilet orange, au moins tous les jours, ils voient sur France 24 à la télé, tous les samedis, comment les gilets jaunes se mobilisent. C'était une façon de leur dire, voilà ce que nous attendons de vous. La deuxième chose, c'est que la couleur orange est utilisée dans le trafic comme couleur intermédiaire entre le feu vert et le feu rouge. Okay. Donc nous estimons qu'il fallait porter un gilet orange en guise d'avertissement pour dire nous sommes, voilà, on n'est pas content. On revendique des droits élémentaires. Et personne ne nous écoute. Et comme ça, vous avez prétendu organiser un matin, la police, vous avez reçu une convocation. Oui, justement, on a voulu faire les choses normalement, mais ça ne marche pas en Côte d'Ivoire. On avait programmé une première marche pour le 19 décembre. Les autorités ont refusé. Alors que dans notre constitution, l'article 20 dit que nous avons la liberté de manifester pacifiquement. Ça veut dire qu'a priori, on n'a même pas besoin d'autorisation. Mais on a quand même demandé une autorisation pour sécuriser la marche. Ils ont refusé. On a reporté au 19 janvier, ils ont encore refusé. Bon, après ça, j'ai reçu une convocation. Bon, moi, je suppose que c'était pour m'intimider. On m'a posé des questions, j'ai répondu aux questions. Lesquelles? On voulait savoir mes rapports avec les partis politiques qui financent mes activités. Pourquoi c'est après la crise que j'ai commencé à être dynamique. Enfin, c'est un peu ça. Et quand on préparait cette émission, ils nous ont fait croire que depuis lors, ils vous ont complètement interdit toute action politique. C'est-à-dire que vous êtes acheté, vous rentrez dans le rang. Non. Pouvoir, vous êtes intimidé, vous ne pouvez plus rien faire. Non, pas du tout, pas du tout. Il faut toujours reculer pour mieux sauter. La preuve, je suis en train de vous parler maintenant de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. En fait, nous avons réalisé qu'il n'y a vraiment pas de liberté d'expression. Et nous sommes en train de réfléchir à comment on fait pour nous exprimer quand même. Et c'est pour cela qu'on a travaillé à la création de l'ACI. C'est pour être même plus fort que l'ARDH, plus fort que le Forci. Parce qu'on ne va pas se laisser bâillonner par un gouvernement qui n'écoute personne, qui ne veut résoudre aucun problème. Ce n'est pas possible. Mieux vaut même mourir que de rester silencieux. Voilà. Donc, on ne va pas rester sans réagir. Nous sommes en train de nous préparer à réagir. Mais on espère que le gouvernement va nous tendre la main pour qu'on puisse faire nos propositions et travailler ensemble à la résolution des problèmes des Ivoiriens avant 2020. Mais il y a des chancelleries qui sont en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous prenez contact avec ces chancelleries? Les chancelleries, on leur écrit, ils ne répondent pas. La seule ambassade qui répond quand on leur écrit, c'est l'ambassade d'Allemagne. Mais c'est l'ambassade de Russie seule qui nous a reçus jusqu'à présent pour nous écouter. Ils ne répondent pas, mais bon, nous on travaille. La Côte d'Ivoire est livrée elle-même. On peut le dire, on peut le dire. Parce que c'est des gens qui voient ce qui se passe. Aucune organisation, l'UA, l'Union Européenne, les gens regardent. Tout ça, les gens regardent. Ça fait pitié, hein? Oui, mais c'est pas désespéré, on va réagir, on n'a pas le choix. On va réagir, on n'a vraiment pas le choix. Alors, sur le concept de la CEI, c'est un problème assez sérieux. Oui. Et le gouvernement soutient mordicus que cette CEI a organisé des élections crédibles, transparentes et démocratiques et que c'est des ajustements, quelques petits réglages, mais pas de refonte.
Vous savez, nous sommes tous Ivoiriens et nous avons vu comment les élections évoluent en Côte d'Ivoire pour aller de violence en violence, pour arriver même à une guerre. La CEI, selon le code, devrait être impartiale et indépendante. C'est pour ça qu'on dit commission électorale indépendante. Et c'est parce que justement elle n'est pas indépendante que l'APDH a posé sa requête à la Cour africaine de justice qui a reconnu son caractère non indépendant et non impartial et a donné injonction à l'État de réformer cette CEI dans un délai d'1 an. Mais est-ce que vous avez ressaisi cette cour africaine là? Bon. Vous l'avez ressaisi pour lui dire que le délai que vous avez donné au pouvoir n'a pas été respecté, que nous sommes toujours dans l'attente d'une recevabilité conciliante avec ce pouvoir. C'est ce qu'on devrait faire, mais je n'avais pas fini avec la première question. D'accord. La CEI, dans sa composition actuelle, a un représentant du président de la République, un représentant du président de l'Assemblée nationale, un représentant du ministre de l'économie, un représentant du ministre de l'Intérieur. Ça fait déjà 4 représentants proches du gouvernement. Et maintenant, on a 4 représentants du pouvoir encore. Donc, ça fait 8 représentants du pouvoir. 4 représentants de l'opposition et puis 4 représentants de la société civile. On ne peut pas dire que cette CEI-là... Elle n'est pas consensuelle. Voilà. Voilà. Elle n'est pas consensuelle. Bon, elle a travaillé en 2010, on a vu ses résultats. Elle nous a envoyé une guerre. Parce que le président lui-même est allé proclamer les résultats dans le QG d'un candidat, ce qui n'est pas normal. Elle a organisé dernièrement des élections locales. Ça a été encore des violences et des morts. Il y a eu mort d'homme, oui. Voilà. Et elle ne travaille même pas en respectant les procédures. Même le maire élu du plateau, jusque-là, n'est pas encore installé. Voilà. Donc, c'est grave. On ne peut pas dire que cette CEI-là travaille de façon crédible. Ce n'est pas possible. En toute objectivité. Et c'est pour cela que et la société civile et les opposants exigent sa réforme avant 2020. Et ça devait être fini depuis 2017. Et si on est en train de ruser avec, il y a des raisons de s'inquiéter. Et si le pouvoir ne veut pas entendre les raisons? Ça sera au peuple de décider. Mais quand vous dites société civile, c'est qui société civile? Il faut définir ce mot société civile pour que les Ivoiriens comprennent que, mais on nous parle de société civile, mais c'est qui société civile? Quelle définition vous donnez au mot société civile? La société civile, en principe, c'est toutes les organisations non gouvernementales. Les ONG, les syndicats, toutes les associations, c'est ça. Mais la société civile, au sens large, c'est tous les citoyens. Mais en termes de représentativité, ce sont les organisations. Les organisations de défense des droits de l'homme, c'est même les religieux, voilà, tous ceux qui ne sont pas politiques. Tous ceux qui travaillent dans la société sans rechercher le pouvoir, mais pour le bien-être social. C'est tous ceux-là qui constituent la société. Mais est-ce que cette prise de conscience existe à tous ces niveaux que vous venez de citer là? Oui. Les religieux, ceci, cela. Est-ce qu'ils sont conscients de l'état de dégradation très avancée de la Côte d'Ivoire tel que vous nous le décrivez en ce moment? Bon, nous pensons qu'ils ne sont pas réellement conscients parce que on ne devrait pas avoir tant de mal à réunir toute la société civile autour de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a une crise de confiance avec les rois et chefs traditionnels parce qu'ils sont devenus des auxiliaires de l'administration. Du coup, ils sont utilisés par l'administration. Le président même de la chambre des rois et chefs traditionnels est RDR déclaré. C'est pas intéressant. Les religieux, malheureusement pour certains, ont contribué à la crise. Du coup, la société civile, ça a décrédibilisé la société civile. Au niveau des organisations non gouvernementales, certaines sont arrimées à des partis, au lieu de travailler de façon objective pour les populations. Certaines travaillent de façon objective, mais elles s'en tiennent au développement, rien que le développement. Mais ça, c'est une hypocrisie, parce que le développement se fait dans la paix. Et quand le contexte n'est pas propice à la paix, la priorité,
c'est de travailler à ce que la Côte d'Ivoire se stabilise. Quand vous faites ce diagnostic, ça fait peur, hein? Ce sont les réalités, malheureusement. Le président Henri Konan Bédié a lancé une plateforme, oui. Une plateforme qui n'est pas politique. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? Bon, nous pensons que la volonté de rassembler est bonne. En sa qualité de doyen des politiciens actuels, il est quand même l'héritier du président Félix Houphouët-Boigny qui a prôné la paix, qui en son temps avait réussi à stabiliser la Côte d'Ivoire. Donc c'est de son devoir, quand rien ne va, de trouver des solutions pour que les Ivoiriens se rassemblent autour de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, les égos dont on parlait tout à l'heure et les mauvaises ambitions ne font pas prospérer les plateformes, parce que nous avons trop de plateformes. Il y a des groupes, des partis politiques qui ne se mettent jamais sur la même table que d'autres, et ça fait que finalement il est difficile, même s'il a dit que ce n'est pas politique, c'est difficile de le prendre ainsi. Et donc nous pensons que c'est une bonne initiative, mais la meilleure initiative, c'est d'avoir une plateforme citoyenne, comme nous voulons le faire maintenant là, pour dire tous ceux qui veulent améliorer les conditions de vie en Côte d'Ivoire, le changement, venez, on va se mettre ensemble, politique comme société civile, au sein d'une plateforme, d'un mouvement citoyen, pour vraiment travailler pour la Côte d'Ivoire. Donc, comme la plateforme du président Bédié vous semble un peu politique, vous pouvez lui lancer un appel pour qu'il vous rejoigne, vous, dans votre... Oui, ça nous ferait plaisir et ça montrerait plus qu'une grandeur d'esprit. Parce que ce que nous disons, c'est que les différences entre les politiques font qu'aucune plateforme ne pourra rassembler tous les politiques. Alors qu'un mouvement citoyen rassemble en principe tout le monde, en tout cas tous ceux qui sont de bonne foi. Donc, qu'un homme de la carrure du président Bédié accepte de venir avec nous dans ce mouvement citoyen, c'est sûr que ça va forcément décanter beaucoup de oui, situations. Ça c'est sûr. D'accord. Alors, vous êtes à Paris, c'est dans quel cadre? Je suis venue à Paris dans le cadre syndical, mais j'en profite pour sensibiliser la diaspora. Parce que nous savons l'importance de la diaspora pour tous les pays africains. Quel que soit ce que nous faisons au pays, les gens demandent toujours l'aval, l'avis de la diaspora avant d'agir. Et comme nous sommes en train de prendre une initiative importante pour la Côte d'Ivoire, il était important pour nous de venir sensibiliser la diaspora pour lui demander de nous aider à convaincre tous les Ivoiriens à se mettre ensemble au sein de alternatives citoyennes pour pouvoir sauver notre pays. La deuxième chose, nous voulons communiquer. Au pays, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de communiquer et à partir d'ici, nous pensons que ce que nous allons dire va avoir un écho plus large. Voilà. Alors, comment vous arrivez à concilier votre vie de famille à la politique avec tous les corrélaires que vous venez de nous citer, manque de liberté d'expression? Comment vous vivez vous-même au quotidien en Côte d'Ivoire? Bon, ce n'est pas facile, mais nous nous sommes engagés par conviction. Et la famille comprend ce que nous sommes en train de faire. Donc, elle-même nous soutient comme elle peut. Donc, c'est une question d'organisation. Mais actuellement, le combat prend le dessus sur tous les autres aspects. Ça, c'est sûr. D'accord. Nous sommes au terme de notre entretien avec Pulchérie Edith Balé. Ben, ça donne froid au dos. La Côte d'Ivoire dans un état tel que il faut que tout le monde comprenne, pouvoir comme civil, que c'est un pays qui ne doit pas disparaître sur la carte du monde. Nous allons demander à notre invité son mot de fin. Mon mot de fin s'adresse à tous les Ivoiriens et particulièrement au gouvernement pour dire que la concertation nationale pour laquelle nous voulons lutter au sein de l'ACI est essentielle
pour que nous puissions sauver la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les problèmes de la Côte d'Ivoire sont tellement complexes qu'il faut les regarder en face et ensemble trouver les solutions les meilleures pour avancer. Donc nous lançons un appel au gouvernement qu'il accède à notre proposition de créer le cadre de cette concertation nationale pour que nous mettions sur la table tous nos problèmes et que nous avancions ensemble au lieu de faire semblant, de faire croire à tout le monde que tout va bien et d'accumuler les problèmes qui vont nous emmener encore vers une autre guerre. Donc vraiment, nous lançons un appel à tous les Ivoiriens, mettons nos égos de côté, privilégions la Côte d'Ivoire et mettons-nous ensemble pour sauver notre pays. Mettons-nous ensemble pour sauver notre pays, c'est le mot de fin de notre invité. Mais pour résumer cette inquiétude, est-ce qu'il faut laisser la Côte d'Ivoire en état jusqu'à l'an 2020 organiser une élection qui sera chaotique? Ça, c'est un gros point d'interrogation qui inquiète tout le monde. Nous voudrions vraiment remercier notre invité. C'est moi qui vous remercie. Et tous les bons dieux veillent sur vous et que peut-être que ce que nous faisions puisse vraiment rencontrer l'oreille attentive du pouvoir parce que c'est lui qui fait le blocage. Monsieur Ouattara, et vous, votre gouvernement et le RHDP que vous êtes en train de composer, si vous voulez que la Côte d'Ivoire soit un pays de paix, il vous appartient de mettre de côté l'orgueil. Pour écouter tous les Ivoiriens. Écoutez tous les Ivoiriens. Et puis soyons aussi dans l'humilité, parce qu'on dit l'humilité précède la gloire. Amen. C'est tout ce que nous voulons vous dire. Et que cette rencontre apporte vraiment beaucoup pour que la Côte d'Ivoire soit détendue, que d'être trop concentré dans la peur. Merci et à très bientôt. C'est écrit derrière justice pour tous. On veut que la Côte d'Ivoire soit un pays de paix, un pays de justice, un pays où il fait bon vivre, un pays où vraiment tout le monde se sente chez soi. Absolument. Voilà. Okay. Voilà, donc je vous offre ce gilet. D'accord. Voilà. Justice pour tous. Bon, merci. Merci beaucoup. Nous voudrions franchement encourager les initiatives telles que celles que prennent les grandes personnalités. C'est une personnalité qui a un souci majeur de voir une Côte d'Ivoire réconciliée, une Côte d'Ivoire de paix. Franchement. Et le dire n'est pas attaquer un pouvoir. Le dire n'est pas de déshonorer quelqu'un. Le dire, c'est pour dire à la personne que quand la Côte d'Ivoire va bien, lui-même il va bien. Je suis sûr que là où il est, il n'est pas tranquille. C'est pour ça qu'il y a des armées, il faut réformer ceci. Pourtant, il faut arrêter ça. Asseyez-vous et discutez. C'était le slogan du président Laurent Gbagbo. Vous avez un mot pour lui, le président Gbagbo? Oui, vraiment, on est content qu'il ait été blanchi. Maintenant, on attend qu'il revienne au pays. Ah non, on dit s'il vient au pays, ils vont l'arrêter encore pour... non, il va... Le nouveau président nommé de l'Assemblée nationale dit que s'il descend, on va le foutre encore en tôle, le président Gbagbo. Ah bon? Ah oui, Bon. Dans tous les cas, nous, on attend son retour impatiemment et on croit que les conditions se créeront pour son retour. Merci et à très bientôt.